Après avoir dans la vidéo précédente donné des définitions générales de topologie du plan, nous allons maintenant passer aux fonctions de deux variables à proprement parler et donner quelques définitions et propriétés élémentaires, et en tout cas les premières propriétés concernant ces fonctions. Tout d'abord, nous allons voir comment l'on représente graphiquement une fonction de deux variables à valeur dans R. D'ailleurs, dans cette vidéo, nous allons toujours utiliser une fonction petit f qui sera définie sur un ensemble grand A qui est une partie ouverte de R2 et à valeur dans grand R. Nous rappelons que dans le cadre général d'une fonction, le graphe d'une fonction, c'est l'ensemble de tous les couples de la forme A f de A lorsque petit a parcourt l'ensemble de définitions qui pour nous est grand A. Et dans l'exemple précis dans lequel nous allons nous placer, donc pour une fonction de grand A dans R, eh bien ce graphe est une partie de R3, puisque petit a est une partie de R2 et va donc avoir deux coordonnées, et f de A sera un réel, et donc cela nous donne une troisième coordonnée. Nous pouvons donc représenter le graphe de petit f dans l'espace. Pour faire cela, nous allons tracer trois axes x, y, z de l'espace, et nous pouvons dans le plan xy, qui est donc le plan horizontal, tracer une partie grand A, qui va être une partie ouverte du plan. Et c'est donc l'ensemble de définitions de notre fonction petit f. Dans cet ensemble petit a, nous pouvons prendre, je n'en dessine que 3, mais pour chaque point que nous prenons dans grand A, nous pouvons définir son image par petit f. Ces images sont des réels, donc pour les représenter, nous allons tracer les droites verticales qui passent par chacun des trois points en lesquels nous voulons donc calculer ces images. Et sur cette droite verticale, qui va fonctionner comme un axe, nous allons placer à l'altitude qui correspond à f de ces trois points, nous allons placer par exemple une croix. Par exemple, si le point qui est ici est le point petit a, je peux placer f de a sur la droite verticale qui passe par petit a, de sorte que la distance verticale ici, qui se trouve entre a et f de a, soit justement égale à f de a. Donc f de a, la croix rouge qui est ici, est placée à l'altitude f de a. Si nous faisons la même chose pour tous les points de grand A, nous obtenons donc une succession d'images, et si nous relions toutes ces images, eh bien, nous voyons que l'ensemble que toutes ces images forment est une surface dans l'espace. Une surface qui va se trouver au-dessus de grand A. Alors, c'est évidemment toujours un peu difficile à dessiner dans l'espace, mais ici, la surface que j'ai dessinée en vert se trouve parfaitement à la verticale de grand A. Par contre, elle n'est pas plate, puisque les altitudes qui composent les points de cette surface peuvent être très différentes. Nous pouvons avoir ici des bosses, ou à l'inverse des creux. Donc c'est ce que l'on appelle une nappe, souvent, c'est un mot qui est souvent employé pour désigner une surface dans l'espace. Page de droite, vous voyez une vraie courbe, hein, donc pas dessinée à la main, mais obtenue avec Python, donc le graphe d'une fonction de R2 à valeur dans R. Donc ici, la fonction que nous avons prise est définie sur tout le carré qui est ici à l'horizontale, entre guillemets, puisque bien sûr la vue est en perspective. Et au-dessus de chaque point de ce carré horizontal, vous avez l'image de f. Alors l'habitude pour représenter ces surfaces dans l'espace est d'attribuer des couleurs différentes suivant l'altitude du point. Par exemple ici, la convention qui est prise, c'est que plus le bleu est foncé, donc plus la couleur est froide, et plus le point se trouve vers le bas. Et au contraire, plus on monte, plus la couleur va se réchauffer, et on arrive à des rouges plus foncés vers le haut. Et donc évidemment, ces vues en perspective et ces choix de couleurs, ce ne sont que des astuces pour essayer de faire comprendre à notre cerveau à quoi peut ressembler cette surface dans l'espace via un dessin qui lui se trouve dans le plan. Donc on est toujours confronté au même problème, représenter des choses en 3 dimensions dans un plan, ça n'est jamais simple. Passons maintenant à la deuxième partie de cette vidéo dans laquelle nous allons parler de continuité d'une fonction de deux variables. Commençons par la définition, qui est directement inspirée de la définition de continuité d'une fonction d'une variable. Elle ne doit pas donc vous surprendre. Là encore, petit f est une fonction de grand A dans R, grand A étant un ouvert de R2. Si nous prenons un point petit a dans grand A, nous dirons que f est continu en petit a, si, pour tout epsilon dans R plus étoile, donc strictement positif, il existe un alpha strictement positif, tel que pour tout x dans grand A, la norme de x moins a est strictement plus petite que alpha, implique
que la valeur absolue de f de x moins f de a est strictement plus petite qu'epsilon. Donc vous voyez que c'est vraiment la même définition que pour la définition de la continuité d'une fonction d'une variable. X et A ici sont des points de R2 et non pas des points de R, ce qui explique que nous devons utiliser une norme pour désigner la distance entre petit a et petit x, et non plus une valeur absolue. C'est bien le seul changement qu'il y a entre ces deux définitions. Nous pouvons d'ailleurs faire les mêmes remarques. Ici, dans cette définition, j'ai utilisé des inégalités strictes. Si nous en remplaçons une ou les deux par une inégalité large, la définition reste valable. Nous pouvons aussi donner une définition avec des voisinages, c'est tout à fait possible, mais cela dépasse le cadre du programme et nous ne le ferons pas. Alors même si cette définition n'est pas au programme, nous pouvons remarquer que la phrase étoile qui est ici signifie exactement, donc signifie, je vais l'écrire en toutes lettres, signifie que la fonction f tend, lorsque le point x tend vers a, tend vers f de a. La phrase étoile, c'est finalement la définition d'une limite d'une fonction de deux variables. Et donc nous retrouvons qu'une fonction de deux variables est continue en un point, si et seulement si elle admet une limite en ce point, et que cette limite est égale à la valeur prise par f en ce point. Donc même si la définition de limite de fonction de deux variables n'apparaît pas explicitement au programme, puisque la définition de continuité apparaît, elle, au programme, nous sommes tout de même amenés à parler de cette définition de limite, et donc dans la suite, j'utiliserai librement la notation que j'ai écrite ici. J'utiliserai donc librement la notion de limite d'une fonction de deux variables en un point. Sachant bien sûr de toute façon qu'à nouveau, cette notion de limite d'une fonction de deux variables s'écrit exactement de la même manière que pour une fonction d'une variable. Alors passons maintenant à quelques exemples. Je ne vais pas commencer par les fonctions les plus élémentaires qui soient. Je vais commencer par deux fonctions un tout petit peu plus compliquées, mais j'espère avec ces exemples-là vous faire sentir un peu ce qu'il y a de nouveau et de plus difficile dans la limite, ou dans la continuité en tout cas, pour une fonction de deux variables plutôt que pour une fonction d'une variable. Donc j'introduis ici deux fonctions f1 et f2, qui toutes les deux sont définies sur R2, avec des formules assez similaires, puisque la fonction f1 est définie en dehors de 0 par x carré y sur x carré plus y carré, et f2, c'est xy au numérateur au lieu de x carré y. Donc le carré au-dessus du x a disparu dans la définition de f2. Évidemment, ces deux formules ici ne sont pas définies lorsque le dénominateur s'annule, c'est-à-dire lorsque le point xy est égal à 0. Et donc en 0, nous allons poser f1 de 0 égale 0 et f2 de 0 égale 0. Nous allons montrer que la fonction f1 est continue en 0 et que la fonction f2 ne l'est pas. Je vais pour l'instant anticiper un petit peu et utiliser un résultat très simple qui sera démontré à la fin de la vidéo. Les deux numérateurs ainsi que les deux dénominateurs de ces fonctions ici sont ce que l'on appelle des fonctions polynomiales de deux variables, et j'admets pour l'instant que les fonctions polynomiales en deux variables sont des fonctions qui sont continues en tout point de R2. La démonstration de ce point est d'ailleurs très simple. Alors pour la continuité de f1 en 0, je rappelle un résultat que nous avons vu maintes et maintes fois tout au long de l'année. Pour tout x et y dans R, la valeur absolue de x fois y est inférieure ou égale à 1/2 fois x carré plus y carré. Donc je ne redémontre pas ici ce résultat, il faut le connaître par cœur, il est ultra classique et sert très souvent. Si nous l'utilisons ici directement pour la fonction f1, cela nous permet de montrer que pour tout xy, f1 de xy est inférieur ou égal à x sur 2. Nous appellerons étoile cette relation. Alors pourquoi est-ce que je démontre cela? Parce que s'il n'y a pas une méthode unique permettant de montrer qu'une fonction est continue en un point pour deux variables, l'une des méthodes que nous utiliserons la plus souvent dans les cas concrets, c'est une méthode de majoration. Nous allons majorer la fonction par une fonction plus simple pour laquelle nous pourrons plus facilement dire si elle est continue ou pas. Donc ici, f1 va être majoré par la fonction x sur 2. Or, nous avons vu que cette fonction x sur 2 est une fonction polynomiale, en tout cas nous le redéfinirons à la fin de la vidéo, et je l'admets pour l'instant, cette fonction polynomiale est continue en tout point, en particulier en 0, elle tend vers sa valeur en 0, c'est-à-dire qu'elle tend vers 0.
Donc lorsque le couple xy tend vers 0, eh bien x sur 2 tend vers 0. J'attire votre attention sur le fait que dans la définition page de gauche, petit x m'a servi pour dénoter un point de R2, alors qu'ici, petit x me sert pour dénoter l'abscisse d'un point de R2. C'est-à-dire qu'ici, x est un réel. Donc attention, ici x est un réel et c'est le point de coordonnées x, y qui tend vers 0. On aurait pu, pour peut-être éviter de cette confusion, donner un autre nom au point de grand A dans la définition à gauche et ne pas l'appeler x. C'est tout de même un usage assez fréquent de parfois utiliser x pour une abscisse et parfois pour un point. Donc attention, à chaque fois que vous rencontrez x, demandez-vous bien s'il s'agit d'une coordonnée ou d'un point. Donc en ayant bien conscience qu'ici x est une abscisse, je vais réécrire la définition de continuité de cette fonction en 0. En tout cas, je vais réécrire la définition de cette limite avec des epsilon. Cela signifie que pour tout epsilon strictement positif, il existe un alpha strictement positif, tel que lorsque la norme du point xy moins le point 0, 0, donc c'est tout simplement la norme de xy, est plus petite que alpha, eh bien nous avons la valeur absolue de x sur 2 moins 0, donc à nouveau ça n'est que la valeur de x sur 2, est plus petite qu'epsilon. Et grâce à la phrase étoile en rose qui est au-dessus, eh bien nous pouvons enchaîner avec une seconde implication, grâce à la majoration étoile. Cela permet d'affirmer que la valeur absolue de f1 de xy est plus petite qu'epsilon. Cette dernière implication, le dernier membre ici, avec toute la phrase qui précède, c'est exactement dire que petit f1, lorsque le couple xy tend vers 0, eh bien petit f1 tend vers 0. Or 0, c'est justement f de 0. Attention aussi, ici, ce 0 ainsi que celui-ci, à chaque fois, c'est le couple 0, 0. C'est le point 0 de R2 qui s'écrit aussi 0, 0. Donc attention aussi à ces écritures de 0 qui parfois sont le 0 de R ou parfois le 0 de R2. En tout cas, comme f1 tend vers f1 de 0 en 0, eh bien la fonction f1 est bien continue en 0. Montrons maintenant que la fonction f2 n'est pas continue en 0. Alors c'est un peu plus compliqué et nous allons voir ici justement une des choses qui peuvent être un peu déroutantes sur les fonctions de deux variables au début. Si je fixe un réel petit x non nul, je vois que f de xy, f2 de xy, est égal à xy sur x carré plus y carré. Et si je fais tendre petit y vers 0, le numérateur tend vers 0 et le dénominateur tend vers x carré, x n'étant pas nul, par opération sur les limites, que là encore nous repréciserons après, mais elles sont ici, sur ces cas très simples, elles sont assez intuitives. Nous voyons que quand y tend vers 0, eh bien tout cela tend vers 0. Alors de toute façon, cette dernière limite n'est qu'une limite sur une seule variable, puisque je n'ai fait tendre que y vers 0 en ayant fixé x. Donc, si y tend vers 0, f de xy tend vers 0. Je peux aussi inverser les rôles. Je peux fixer un point y dans R étoile et regarder exactement de la même manière que f2 de xy. Alors les rôles sont tout à fait symétriques en x et y, donc ceci tend aussi vers 0 quand x tend vers 0. Avec ces deux résultats, il est très tentant de dire que la fonction f2 tend vers 0 en 0. Et pourtant il n'en est rien, donc attention à ce faux raisonnement. Pour bien se convaincre que ce raisonnement est faux, regardons ce qui se passe en regardant le plan vu d'en haut. Donc je dessine ici un plan. Là ce sont les deux axes de mon plan. À l'intersection des deux axes, bien sûr, j'ai le point 0, et je peux prendre dans le plan un point de coordonnées xy. Dans le calcul de ma première limite, j'ai fixé x et j'ai fait tendre y vers 0. C'est-à-dire que je suis parti du point xy et j'ai fait tendre y vers 0. J'ai donc effectué une limite vers ce point-là. Ce point, ça n'est pas du tout le point 0, 0. Donc la première limite que j'ai donnée, ça n'est pas du tout une limite quand le point xy tend vers 0. Ici, j'ai obtenu une limite quand le point tend vers le point de coordonnées x0. Ça n'est pas le point 0, 0.
Et en plus, je me suis rapproché de ce point de coordonnées x0, je ne m'en suis pas rapproché dans l'absolu de manière quelconque, je me suis rapproché de ce point le long d'un axe vertical, et en plus en venant par le haut. Donc je me suis rapproché de ce point dans une direction précise, ce qui est différent de manière floue, se rapprocher de ce point. Pour la deuxième limite, même principe, je me suis rapproché horizontalement en venant par la droite vers le point de coordonnées 0y. Donc ces deux limites n'ont absolument aucun lien avec ce qui peut se passer au point 0, 0. Je vais continuer à raisonner un petit peu géométriquement et je vais me rapprocher du point 0, 0 dans des directions particulières. Imaginons ici que j'ai une droite d'équation y égale p fois x, où p est un coefficient directeur fixé. Si je me rapproche vers 0 le long de cette droite, je peux calculer une limite. Alors, cette limite, je vais l'obtenir de la manière suivante. Donc, si y est égal à p fois x, f2 de xy, c'est donc f2 de x et p de x. Et cela est donc égal à p fois x carré sur x carré plus p carré x carré. Il me reste donc p sur 1 plus p carré et tout le reste se simplifie. Évidemment, cette fonction est constante. Je peux toujours faire tendre le point xy vers 0. Je vais obtenir comme limite p sur 1 plus p carré. Et je me rends compte que pour chaque valeur de p, je vais obtenir une limite différente. Donc, si je m'approche de 0 dans la direction qui est en bleu clair, j'obtiens une certaine limite pour la valeur de p qui correspond. Mais si je me rapproche de 0 dans cette direction-là, c'est une autre valeur de p qui va convenir, et donc je vais avoir une limite différente. Si je me rapproche de 0 dans cette direction-là, j'aurai encore une autre limite, etc. Donc je vois que suivant la direction, suivant la manière dont je me rapproche de 0, la limite est différente. Donc dans ces conditions, on ne peut pas démontrer la phrase qui est la définition de continuité. On ne peut pas montrer que f2 a une limite globalement en 0. Et donc la fonction f2 n'a pas de limite en 0. Si vous voulez essayer de vous représenter dans votre tête la tête que peut avoir le graphe d'une telle fonction, essayez de penser à un escalier en colimaçon, où l'axe de cet escalier serait la droite verticale passant par 0. Vous voyez que si vous êtes sur une certaine marche de cet escalier et que vous vous dirigez vers l'axe de l'escalier, vous allez arriver à une certaine altitude. Si vous êtes sur une autre marche et que vous vous dirigez vers l'axe, vous allez être à une autre altitude. Donc, votre limite quand vous vous rapprochez de 0 est différente suivant la direction vers laquelle vous vous approchez de 0, c'est-à-dire suivant la marche sur laquelle vous vous trouvez. Eh bien, le graphe de la fonction f2 a cette similitude avec un escalier en colimaçon. Vous avez une espèce de surface qui tourne autour de l'axe 0 à des altitudes différentes suivant la direction vers laquelle vous vous approchez de 0. Il existe une méthode relativement classique qui n'est pas explicitement au programme mais qu'il est bon de connaître pour montrer qu'une fonction peut avoir ou non une limite en 0. Il s'agit de la méthode du passage en coordonnées polaires. Donc pour rappeler brièvement de quoi il s'agit, en tout cas en ce qui concerne les coordonnées polaires, vous savez qu'à chaque fois que vous prenez un point de coordonnées cartésiennes xy dans le plan, vous pouvez l'écrire sous forme de coordonnées polaires, enfin vous pouvez écrire ce point sous la forme r cos θ, r sinus θ. Donc ça correspond à la même idée que moduler argument pour un complexe. Donc le couple r cos θ, r sinus θ est encore un couple de coordonnées cartésiennes du point xy. Ces deux couples sont égaux. Mais c'est le couple rθ qui, lui, va être appelé un couple de coordonnées polaires du point de coordonnées cartésiennes xy. Donc si nous avons une fonction petit f de r2 dans R exprimée en fonction de x et de y, en remplaçant x par r cos θ et y par r sinus θ, nous obtenons une fonction en rθ, que nous pouvons appeler petit g. Eh bien, ce que je ne vais pas détailler, c'est que si vous regardez la limite de petit g quand r tend vers 0, cela va vous permettre de calculer la limite de f quand le couple xy tend vers 0, si cette limite existe, ou cela va vous permettre de montrer que la limite n'existe pas. Donc, regardons sur nos deux exemples précédents ce qu'il se passe. f1 de xy,
c'est x carré y sur x carré plus y carré. Si je remplace x par r cos θ et y par r sinus θ, j'obtiens au numérateur r cube cos θ sinus θ et au dénominateur, exactement r carré. Les r se simplifient, il m'en reste 1 en haut, fois cos θ sinus θ. Quelle que soit la valeur de θ, cette fonction tend vers 0 quand r tend vers 0. Ceci nous permet d'affirmer que la fonction f1 de xy tend vers 0 lorsque le couple xy tend vers 0. Donc cette méthode est relativement naturelle géométriquement. Alors je vais tout de même faire le dessin, j'aurais pu le faire avant, mais évidemment si vous représentez vos deux axes pour représenter le plan, lorsque vous avez un point de coordonnées x, y, eh bien petit r, vous savez que petit r c'est donc, alors pour bien le voir on trace cette droite, ce qui ne marche pas lorsque le couple x, y est nul, mais sinon nous pouvons le faire. Petit r c'est la distance entre 0 et le point x, y, et θ c'est l'angle entre l'axe horizontal et le vecteur x, y. Donc quand petit r tend vers 0, la distance entre x, y et 0 tend vers 0, c'est cela que ça signifie, et donc le couple x, y tend bien vers 0. Donc c'est en cela que cette méthode des coordonnées polaires permet de calculer des limites en 0, ou de montrer que des limites n'existent pas, puisque je peux aussi maintenant passer à l'étude de f2 avec cette méthode. Donc pour f2, même principe, f2 de xy, alors je vais un peu plus vite, qu'est-ce qui change ? Au lieu au numérateur d'avoir x carré, j'ai x, ce qui va supprimer un r. Donc en allant plus vite dans les calculs, j'obtiens directement cos θ sinus θ. Et là nous voyons que cette quantité n'a pas de limite quand r tend vers 0, ou plus exactement, elle a une limite pour chaque valeur de θ. Et donc suivant la valeur de θ, on a des limites différentes. Donc f2 n'a pas de limite globalement en 0. Donc ceci, quand r tend vers 0, tend vers cos θ sinus θ, qui dépend de θ. Donc la fonction f2 n'a pas de limite en 0. Même idée qu'avec la première méthode, pour qu'une fonction ait une limite en 0, il faut que cette limite soit commune à toutes les manières que nous avons de nous rapprocher de 0. Ici, si je me rapproche de 0 dans la direction θ, j'obtiens une certaine limite. Si je m'approche de 0 dans une autre direction, j'aurai une autre limite. Ces limites n'étant pas les mêmes, la fonction f2 n'a pas de limite en 0. Ces deux exemples, peut-être un peu difficiles, permettent de voir effectivement la difficulté qu'il peut y avoir à déterminer si une fonction de deux variables est continue ou pas en un point. Nous allons finir avec des propositions plus élémentaires, et qui sont qui sont indispensables en fait pour manipuler ces notions de limite et de continuité de fonctions de deux variables. Ces propositions vont être très proches de propositions que nous avons vues pour les fonctions d'une variable, et les démonstrations aussi vont être très proches, donc je n'en détaillerai qu'une petite démonstration. Alors la première proposition concerne les opérations entre fonctions continues. Si je prends deux fonctions f et g continues sur deux fonctions définies de grand A dans R continues. Alors continue c'est flou, c'est comme pour les fonctions d'une variable, une fonction peut être continue en un point, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais une fonction qui est continue en tout point de grand A, eh bien on dit qu'elle est continue sur grand A. Rien de surprenant puisque nous avons déjà ce vocabulaire pour les fonctions d'une variable. Donc dans toute la suite, les propositions, je vais les énoncer en parlant de fonctions continues, sans préciser s'il s'agit de la continuité en un point ou sur toute une partie. Tous les résultats seront vrais pour ces deux versions. Là encore, exactement comme pour les fonctions d'une variable. Donc toutes les combinaisons linéaires de fonctions continues sont continues. Si nous l'énonçons ici pour deux fonctions, cela signifie que si f et g sont continues et que lambda et mu sont deux scalaires dans grand R, alors la fonction lambda f plus mu g est continue. Et deuxièmement, le produit de deux fonctions continues, la valeur absolue d'une fonction continue, ainsi que le min et le max de deux fonctions continues, eh bien toutes ces fonctions sont continues. Les démonstrations sont vraiment les mêmes que pour les fonctions d'une variable, donc je ne détaille ici qu'une démonstration, que la démonstration du point 1, et encore uniquement pour la somme
de deux fonctions, donc je vais ici me restreindre au cas où lambda et mu sont égales à 1, sont égaux à 1 en tant que scalaire, égal à 1 en tant que constante. Bref, je vais montrer que si f et g sont continus, f plus g est continu, et je vous laisserai le soin d'adapter les démonstrations pour les fonctions d'une variable à la proposition qui nous intéresse ici. Donc, ici, je fixe un point petit a dans grand A, je vais montrer que f plus g est continu en petit a. Pour cela, j'introduis un epsilon strictement positif. Sachant que f est continu en petit a, j'écris la définition correspondante en fonction d'epsilon. Je peux affirmer qu'il existe un réel alpha 1 strictement positif, tel que pour tout x dans grand A, si la norme de x moins a est plus petite que alpha 1, alors la valeur absolue de f de x moins f de a est plus petite qu'epsilon, c'est la définition de continuité en petit a pour la fonction f. Deuxième ligne, j'écris cette même définition de continuité, mais cette fois-ci pour la fonction g. Je me retrouve donc avec deux réels alpha 1 et alpha 2, et classiquement, alors comme pour les fonctions d'une variable, je vais poser alpha égale le minimum de alpha 1 et de alpha 2, donc c'est soit l'un soit l'autre. Dans tous les cas, c'est strictement positif. Si x est dans A, alors si la norme de x moins a est plus petite que alpha, eh bien la norme de x moins a est à la fois plus petite que alpha 1, mais aussi plus petite que alpha 2. Donc f de x moins f de a est plus petite qu'epsilon. Et de la même manière, g de x moins g de a, la valeur absolue, est plus petite qu'epsilon. Donc la somme de ces deux quantités est plus petite que 2 fois epsilon. Alors je redétaille tout, mais je pense que vous avez déjà compris comment ça allait se terminer. Avec un petit coup d'inégalité triangulaire, nous obtenons que la norme de f de x, la valeur absolue de f de x plus g de x moins f de a moins g de a est plus petite que 2 fois epsilon. Et bien sûr, par définition de la somme de deux fonctions, la dernière valeur absolue, c'est exactement la valeur absolue de f plus g de x moins f plus g de a. Ceci est plus petit que 2 epsilon. On peut faire les mêmes maniaqueries que pour les fonctions d'une variable réelle. Si je veux que la dernière phrase corresponde pile poil à la définition de continuité en petit a, je peux décider, alors je vais le faire, je peux décider de remplacer ici mes epsilon par des epsilon sur 2, de manière ici à obtenir des epsilon tout ronds. On n'est pas obligé de le faire, c'est plus joli, mais si on ne le fait pas, ça marche tout autant. Donc la dernière phrase nous permet bien d'affirmer que f plus g tend vers f plus g de a en petit a, donc f plus g est continu. Proposition suivante, une proposition de composition à gauche, donc nous allons prendre une fonction f de deux variables et nous allons la composer par la gauche, c'est-à-dire considérer une fonction phi et regarder phi rond f. Pour que cette composition puisse se faire, puisque f est à valeur dans grand R, nous allons considérer une fonction phi dont l'ensemble de définition est grand R. Et pour que phi rond f soit une fonction de a dans grand R, nous allons prendre phi à valeur dans grand R aussi. Donc avec f de a dans R et phi de r dans R, la fonction phi rond f existe. Si petit f est continu en tant que fonction de deux variables et phi est continu en tant que fonction d'une variable, alors phi rond f est une fonction continue en tant que fonction de deux variables. Je ne détaille pas la démonstration, là encore, on revient à la définition qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celle d'une fonction d'une variable. On adapte les démonstrations pour les fonctions d'une variable et tout se fait en toute transparence sans aucune surprise. Par exemple, si je reprends ici la fonction f1 que nous avons étudiée tout à l'heure, nous avons montré que cette fonction était continue en 0. J'ai aussi mentionné le fait que le dénominateur ne s'annulait qu'en 0 et que numérateur et dénominateur étaient des polynômes, des fonctions polynomiales, et étaient donc continues sur R2. Eh bien, la fonction que j'ai entourée en bleu est continue sur R2 à condition de la prendre égale à 0 en 0. C'est ce que nous avons fait pour f1. Donc si je compose cette fonction par la gauche par la fonction exponentielle, j'obtiens la fonction phi, qui vaut donc exponentielle de x carré y sur x carré plus y2 lorsque le couple xy
n'est pas nul, et qui vaut donc 1, c'est-à-dire exponentielle de 0, si xy est nul. Cette fonction est continue, puisque cette fonction phi, c'est la fonction exponentielle rond la fonction f1 étudiée tout à l'heure, et ces deux fonctions sont continues. Donc voici le type d'opération standard, là encore sans difficulté, que nous pouvons faire grâce à la proposition que nous venons de voir. De même, nous avons une proposition concernant la composition à droite, mais c'est un résultat un peu plus difficile à énoncer. Nous allons composer, alors je mets une petite explication en dessous, nous allons reprendre une fonction f de a dans R, une fonction de deux variables, et nous voulons la composer par la droite par une autre fonction. Mais f a deux variables, donc la composer par la droite, finalement, c'est la composer par un couple de fonctions UV. Un couple de fonctions UV, cela s'écrit très couramment en probabilité quand on parle de couple de variables aléatoires. Cela s'utilise moins en mathématiques en dehors des probas, mais on pourrait tout à fait définir un couple de fonctions UV. Donc ici, vous voyez que dans l'énoncé A et B sont deux parties ouvertes de R2. J'ai gardé grand F, une fonction de A dans R, et j'ai défini deux fonctions de deux variables, U et V, qui toutes les deux sont sont définies dans grand B et à valeur dans R. Donc on peut toujours considérer que le couple UV, c'est la fonction de B dans R, qui a un couple XY associe, dans R2, pardon, donc, associe le couple U de XY, V de XY. Et donc la fonction f rond UV, ce serait la fonction qui, à XY, associe f de U de XY, virgule, V de XY. Donc ce que j'ai mis en bleu ici, c'est une définition un peu plus informelle, puisque ce couple de fonctions UV, ça n'est pas quelque chose de très couramment utilisé dans cette partie sur les fonctions de deux variables. Mais en tout cas, l'énoncé tel qu'il est au programme, il est en haut, il s'écrit ainsi. Donc si f est une fonction de deux variables de grand A dans grand R, et U et B sont deux fonctions de deux variables de grand B dans grand R, nous les supposons toutes les trois continues. Nous supposons en plus que pour tout xy, le couple U de xy, V de xy appartient à grand A, donc cela a bien un sens puisque U de xy est un réel, et V de xy est un réel. Donc le couple UXY, V de xy est bien un couple de R2, on peut bien se demander s'il est dans grand A ou pas. Ici nous supposons qu'il est dans grand A, de manière, comme nous l'avons vu en bas ici, de manière à avoir le droit de reprendre f de ce couple. Nous pouvons donc définir la fonction phi, qui va de B dans R et qui à xy associe le réel f de U de xy, V de xy. Eh bien si f, U et V sont continus sur leurs ensembles de définition, alors la fonction phi est elle aussi continue sur son ensemble de définition. Par exemple, je peux reprendre la fonction f1 que nous avons déjà étudiée plusieurs fois, donc qui à xy associe x carré y sur x carré plus y2 en dehors de 0, et qui à 0 associe 0, et je vais prendre deux fonctions u et v définies sur R2, la fonction u qui à xy associe exponentielle de x plus y. Alors la fonction qui à xy associe x plus y est continue, c'est une fonction polynomiale, donc à nouveau j'anticipe mais je le préciserai à la fin de la vidéo, et nous la composons par la gauche par la fonction exponentielle qui est continue. Donc par composition à gauche, la fonction u est continue. La fonction v, elle, c'est directement xy qui est polynomiale, donc continue. Et donc la fonction phi qui à xy associe f1 de u de xy virgule v de xy, est bien une fonction continue. Vous pouvez remarquer que pour définir f1, nous avons dû distinguer des cas, il fallait regarder si le couple xy était nul ou pas. Pour phi, ce n'est pas la peine, parce que u de xy est une fonction qui est toujours strictement positive, et ainsi au carré elle est toujours strictement positive, donc le couple u de xy v de xy ne s'annule jamais. Donc la fonction phi de xy est toujours définie par cette unique formule sans avoir à distinguer de cas. Eh bien cette fonction est continue par composition à droite. Pour terminer, venons-en enfin aux fonctions polynomiales. Avant cela, pour les introduire, une petite proposition, la proposition de continuité des projections. Nous allons définir les deux projections sur les axes,
pi1 et pi2, tout simplement les fonctions qui, à un couple xy de R2, associent soit la coordonnée x, soit la coordonnée y. Ce sont donc bien deux fonctions de R2 dans R, appelées les projections sur les axes ou les fonctions coordonnées. Alors ces deux fonctions sont continues. Pour le démontrer, nous allons utiliser que pour tout x et y dans R2, pour tout couple x, y dans R2, eh bien, nous savons bien sûr que x carré est inférieur ou égal à x carré plus y carré, puisque y carré est positif. Et donc, en passant à la racine, la valeur absolue de y est toujours inférieure ou égale à racine de x carré plus y carré. Cette dernière quantité, c'est exactement la norme du couple xy. Donc, si maintenant nous fixons un point AB dans R2, et un autre point de coordonnées xy dans R2, nous voyons que, alors je vais faire la démonstration pour pi1, la valeur absolue de pi1 de AB moins pi1 de xy, c'est la valeur absolue de a moins x, qui est donc inférieure ou égale à racine de a moins x au carré plus b moins y au carré, et cela c'est la norme du vecteur AB, du couple AB, moins le couple XY. Donc bien entendu, si nous revenons à la définition quantifiée avec des epsilon, nous voyons que si cette norme est plus petite que alpha, eh bien directement la valeur absolue de a moins x est plus petite que alpha. Donc bien sûr, pour tout epsilon strictement positif, norme de AB moins XY plus petite que epsilon implique directement que la valeur absolue de pi1 de AB moins pi1 de XY est plus petite qu'epsilon. C'est exactement dire que pi1 est continu en AB. Bon, bien sûr, je n'ai pas rédigé tout cela très bien, il aurait fallu fixer AB dans R2 et écrire que pour tout epsilon strictement positif et pour tout couple x, y dans R2, nous avons l'implication suivante. Donc cela prouve que pi1 est continu en AB, évidemment pour pi2 c'est exactement la même démonstration. Grâce à cela, nous pouvons enfin en venir aux fonctions polynomiales. Alors, ce ne sont que des exemples car le programme ne stipule pas que les fonctions polynomiales sont continues, ça n'est pas un point qui est au programme. Cela dit, il est très compliqué de faire des exercices sans utiliser ce point-là, et je ne pense pas qu'on vous demandera de le redémontrer à chaque fois. Donc vous voyez d'ailleurs que depuis le début de cette vidéo, tous les exemples que j'ai considérés faisaient apparaître des polynômes en x et y. Donc, ça n'est qu'un exemple au vu du programme, mais important puisqu'il sera très compliqué de contourner ce résultat. Donc d'abord la définition de ce qu'est une fonction polynomiale. Une fonction polynomiale en deux variables, c'est une fonction qui s'écrit comme une combinaison linéaire de fonctions de la forme x puissance p, y puissance q, où p et q sont des entiers positifs. Ils peuvent être nuls. Si par exemple q est nul, eh bien la fonction qui a x, y associe x puissance p est considérée comme une fonction polynomiale de deux variables, constante vis-à-vis de y, mais bien polynomiale en x, donc polynomiale en xy. Et ils sont positifs, nous ne prenons pas d'exposants négatifs, sinon nous versons dans le monde des fractions rationnelles de plusieurs variables. Là, pour le coup, c'est nettement plus compliqué. Donc, une fonction polynomiale, c'est cela. Donc, par exemple, combinaison linéaire, donc je peux prendre moins la fonction xy, plus deux fois la fonction x cube fois y4, et bien ça c'est une fonction polynomiale de deux variables. En vertu de toutes les propositions que nous avons données avant, ces fonctions sont continues sur R2. On peut même le dire, elles sont toutes définies et continues sur R carré. Comme ces fonctions sont des combinaisons linéaires, il suffit de remarquer que toutes les fonctions de cette forme-là sont continues sur R2. Pourquoi est-ce qu'elles le sont? Parce que ce sont les fonctions, les projections qui sont encore page de gauche, que nous mettons chacune à une certaine puissance, et donc cela revient à faire un produit par récurrence.
et nous les multiplions entre elles. Or, les produits de fonctions continues sont continus. Et puis ensuite, on en prend des fonctions, des combinaisons linéaires, et les combinaisons linéaires de fonctions continues sont continues. Donc, les fonctions polynomiales de deux variables sont continues. Et ce sera la fin de cette vidéo.